Alors, bonjour à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h45 avec cette question, cette session 23, vers une mobilité à deux vitesses, point d'interrogation. C'est là une des grandes craintes des Français. Là, il y a beaucoup de défiance derrière cette question. On l'a bien vu cet hiver, tous, avec les gilets jaunes. La mobilité, la question de la mobilité, ça a bien été l'étincelle. Parce que être mobile, c'est avoir une capacité d'émancipation, c'est par exemple pouvoir trouver un travail, c'est accepter une formation. Et sur ce sujet, on les a entendus, les Français attendent qu'on leur assure l'égalité. L'égalité entre les villes et les campagnes, l'égalité entre les riches et les pauvres. Et en même temps, comme dirait quelqu'un, il faut préserver le climat, il faut bouger sans polluer, et cette transition, il va bien falloir la financer. Voilà, durant une heure, c'est notre équation, avec trois facteurs, les citoyens, l'écologie, le budget. Est-ce que les solutions, elles appartiennent aux entreprises? Là, il va être beaucoup question, vous le verrez avec nos intervenants, de transport public. Est-ce que les solutions appartiennent aux élus des territoires, aux scientifiques, aux urbanistes, aux banquiers, aux investisseurs? Où sont les priorités? Par où commencer si on veut colmater les fractures, les résorber, les éviter? Donc cet après-midi, nous avons 5 intervenants. Je vous les présenterai dans un instant, mais d'abord, comme de coutume, il y a un cadrage. C'est celui qui a pensé cette table ronde, c'est Christian Saint-Étienne, qui est membre du Cercle des économistes, et je lui passe la parole. Bonjour à tous. Donc je vous laisse 30 secondes pour vous installer encore. Donc effectivement, comme l'a parfaitement dit Alexandra, c'est la réflexion sur cette question de mobilité. On a eu la crise des Gilets jaunes en France à l'automne dernier, qui est venue à la fois de la hausse du prix de l'énergie et d'une décision gouvernementale qui avait été prise sur la limitation de vitesse sur les routes nationales. Il est vraisemblable qu'à ce moment-là, ce n'est pas une attaque contre le gouvernement, mais il est vraisemblable que le gouvernement n'avait pas totalement pris en compte le fait que les 65 millions d'habitants de la métropole en France se divisaient en 25 millions de personnes vivant dans des villes plus ou moins bien connectées et 40 millions de personnes qui ne vivent pas forcément mal, voire nettement mieux que les 25 millions vivant dans des villes connectées, mais qui étaient des gens qui avaient tout simplement besoin d'une voiture individuelle pour aller travailler, emmener les enfants à l'école, aller à la pharmacie. Donc toutes ces questions clés qui ont contribué à faire éclater cette crise dans la mesure où ces personnes se sont senties menacées dans leur capacité de mobilité. Et effectivement, la mobilité est un élément central de la liberté. On ne peut pas avoir de liberté sans mobilité. La liberté, c'est la possibilité de dire ce qu'on pense, c'est la possibilité d'entreprendre, c'est la possibilité de contribuer à la vie sociale. Mais dans tous ces domaines, si vous n'avez pas de mobilité, vous avez un problème central. Alors, comment est-ce qu'on organise la mobilité? J'ai pris l'exemple de la France, mais c'est un peu général dans tous les pays développés. Cette dichotomie entre les zones dans lesquelles il y a une forte interconnectivité et les zones dans lesquelles le véhicule individuel joue un rôle clé. Comment est-ce qu'on améliore la mobilité compte tenu de cette dichotomie? Alors, il y a un autre aspect qui n'est pas au centre de la réflexion cet après-midi, mais qui est évidemment en amont, qui est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler cette dichotomie, c'est-à-dire faut-il accepter la disjonction entre les métropoles et les territoires, comment on traite ces questions. Donc voilà, cet après-midi, nous allons essayer d'aborder ces questions de mobilité dans un contexte de croissance durable et en prenant donc en compte cette différenciation qui est de plus en plus perçue comme un problème, alors que c'est aussi une chance entre métropole et territoire, mais ce n'est une chance que si on arrive à faire en sorte que les métropoles et les territoires travaillent ensemble. Alexandra. Merci Christian. Alors la mécanique de cette heure, elle ressemble aux autres. Chacun de nos intervenants va prendre la parole pour nous dire comment il ou elle reçoit la question vers une mobilité à deux vitesses. Ça va durer environ
5 minutes par personne, 5-6 minutes. Et puis ensuite, il y aura un temps d'échange. Et dans ce temps d'échange, j'espère bien que vous aurez des questions et qu'on va pouvoir faire circuler la parole. Première intervenante. Mes amis aixois la connaissent peut-être moins que les Parisiens. Et les habitants du Grand Paris, eux, ils ont toujours quelque chose à lui dire sur sa ligne de métro, sa ligne de tram, de bus. Bonjour Catherine Guillouard. Bonjour Alexandra. Catherine Guillouard, c'est donc la présidente de la RATP. Et en fait, je suis inexacte quand je dis qu'elle s'occupe que de Paris, parce qu'elle va me dire tout de suite que ça n'est pas vrai, que la mobilité à 2 vitesses, elle cherche à l'éviter. En tout cas, elle cherche à proposer aux citoyens des solutions un peu partout. Absolument. Donc peut-être pour démarrer, je pense qu'il est intéressant qu'on partage tous ensemble que le secteur de la mobilité est en pleine disruption. Ça va peut-être vous surprendre, mais en tant que PDG du groupe RATP, on est présent dans 12 pays, 4 continents, on a 40 agglos en France qui nous font confiance, plus évidemment le réseau parisien. Eh bien, c'est un secteur où je me dis de plus en plus, tous les jours, la data va devenir finalement aussi importante que l'énergie de traction. Et pourquoi? Parce que la mobilité devient un secteur figital où le digital et les opérations se mêlent vraiment très étroitement. Alors, ça a plein de conséquences, évidemment, sur la façon dont, par exemple, on fait de la maintenance prédictive, sur la façon dont on organise nos opérations et sur la façon dont on communique avec nos clients, avec notamment l'émergence de nouveaux modèles comme le Mobility as a Service. Alors, pourquoi, c'est vrai, nous travaillons contre l'idée d'une mobilité à 2 vitesses? D'abord, parce qu'on est absolument convaincu que le savoir-faire intégré que l'on a, qui est un savoir-faire très particulier, on opère actuellement 12 modes de transport. Quand je suis à Lorient, je fais du bateau électrique. Quand je suis à Salève ou à Brest, je fais du téléphérique. Et pas uniquement les métros, les RER, les bus que vous connaissez. On essaye d'avoir un design avec le territoire qui correspond vraiment, quand on répond aux appels d'offres, à ce que souhaite le territoire. Je prends un exemple. Quand je suis à Vienne, c'est une communauté de 69 000 habitants et ça n'a strictement rien à voir, évidemment, avec nos 12 millions de clients jour à Paris. Mais pour autant, on essaye d'être innovant et de leur apporter une solution qui est designée et qui intègre le périurbain et le rural. Et ça, c'est possible aussi par rapport à l'arrivée des nouvelles technologies, puisque, si je prends un exemple, aujourd'hui, on a fait un pilote de mobilité as a service à Annemasse qui intègre tous les transports de la communauté d'Annemasse, celle de Genève, plus du VTC, plus, par exemple, du parking intelligent. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, c'est d'avoir une solution design au territoire. Deuxième sujet qui est fondamental, c'est la transition énergétique. Et mon voisin, évidemment, va en parler, j'en suis persuadée, mais pour vous donner un ordre d'idée, la RATP, c'est 3300 gigawatts émis tous les ans. C'est 69% de la traction des bus qui crée les gaz à effet de serre. Donc, on a décidé de se voter un plan extrêmement ambitieux. On va réduire nos gaz à effet de serre de 50% et notre énergie consommée de 20%. À la fin 2018, on est à moins 9% sur le premier objectif et moins 6% sur le second. Et c'est des objectifs que nous nous sommes fixés pour 2025. Et on est en train de revoir, de partir dans une conversion industrielle majeure, puisqu'à l'heure où je vous parle, il y a 25 dépôts de la RATP à Paris qui font tourner 4 778 bus, dont un quart de la flotte est propre. On est en train de tout changer et de tout passer soit à l'électrique, soit au biogaz. Et j'allais dire, ça a un coût, parce qu'on parlera des investissements après. Le coût, je vous le donne, 2 milliards 1. 2 milliards 100 pour convertir et évidemment, en petit à petit, reprofiler la flotte de bus. Donc, la transition énergétique est pour nous quelque chose de fondamental. On la pilote. On est le premier opérateur au monde à être certifié 50001. Ça veut dire quoi? En management de l'énergie, on s'est fait, si je puis dire, noter sur les RER, les métros, le bâtimentaire, les bus. Et on va piloter ça. Et on a fait exactement la même chose aussi sur nos actifs industriels. Donc, c'est pour nous vraiment entreprise à mission très, très fort. Troisième sujet, évidemment, c'est l'innovation sociale.
et ça, je pense que c'est important qu'on en parle. Quand on parle territoire, on parle emploi. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais 24% des chômeurs actuellement disent ne pas trouver un emploi pour des raisons de mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les territoires? On essaye de, premièrement, discuter avec les élus locaux, et on a j'allais dire, des dispositifs qui sont très particuliers. Je prends l'exemple des 4 départements de la couronne parisienne très rapidement. On travaille avec les missions locales pour l'emploi, et on va même plus loin pour intégrer évidemment des personnels à la RATP qui embauche 4700 personnes cette année. Bon, 63% en Île-de-France, mais le reste sur l'ensemble du territoire, puisque comme on se développe très vite en France et à l'international, on embauche beaucoup à l'international. J'ai oublié de le dire, mais sur les 63 000 salariés du groupe, il y en a maintenant plus de 14 000 à l'international. Donc la RATP, ce n'est pas que les métros à Paris. Et c'est vrai que quelque part, quand on est dans cette dimension sociale, c'est extrêmement fort. On essaye d'avoir un impact aussi, par exemple, sur nos achats. On achète 2,5 milliards par an d'achats. L'équivalent PIB généré par ces achats représente le PIB de la Guadeloupe. Donc vous voyez que ça peut aller très très vite en termes de dimension et de défragmentation. Et c'est vrai que c'est pour ça que pour nous, la mobilité, c'est vraiment aussi un sujet d'innovation sociale, de prendre en compte la dimension emploi du problème et de l'embarquer dans notre réflexion. Et dernier élément, je regarde ma montre pour ne pas, j'allais dire... Vous avez vu Timekeeper? Oui, oui, j'ai vu. Donc je termine là-dessus, mais c'est fondamental. La RATP n'est pas qu'un opérateur de mobilité, on est un acteur de la ville intelligente, c'est-à-dire on a des projets de construction quand on rénove, par exemple, nos centres électriques de bus. On crée au-dessus un service public, on a des capacités de faire émerger des projets immobiliers dans lesquels, par exemple, on vient d'ouvrir un centre-bus complètement rénové à l'électrique. On a au-dessus une crèche de 96 berceaux. On a créé 660 logements dedans. Et on revend une partie de ces logements de façon à se payer notre conversion industrielle. Et ça, on crée des bouts de villes intelligentes, réellement, où on intègre transport, emploi, services. C'est un savoir-faire unique de la RATP que je souhaite d'ailleurs développer et qui fait qu'elle est pleinement, j'allais dire, légitime dans sa parole en disant qu'on est un acteur de la ville intelligente et durable. Voilà. Merci, J'espère Catherine. avoir... Merci. Alors, deuxième intervenant, à lui aussi, les voyageurs ont toujours quelque chose à dire, par exemple sur les petites lignes, puisqu'il gère le réseau ferré français. Son entreprise est responsable de la maintenance, de l'entretien et de la construction de nouvelles lignes. Il gère aussi, dites-moi si je me trompe, je ne crois pas, la circulation de tous les trains. Absolument. Que ça soit SNCF. Très important. Oui, et ça va devenir de plus en plus important. Oui. Et peut-être même sera-t-il le futur responsable de tout, car il vient d'annoncer qu'il est candidat à la présidence de la SNCF. Bonjour Patrick Jeantet. Bonjour. La dernière question, ça appartient au président de la République, la réponse. Et c'est pas le thème. Bon. Pas aujourd'hui. Vous êtes le PDG de SNCF Réseau. Alors cette question de la mobilité à au moins 2 vitesses, moi je vous ai entendu dire encore hier que vous voulez irriguer les territoires. Oui, la géographie économique et humaine de notre pays est bouleversée et se bouleverse constamment depuis, je dirais, depuis que les Français se déplacent. Et les Français se déplacent depuis le 19e siècle. Ça a été le ferroviaire qui a boosté complètement les déplacements des Français, mais pas seulement des Français, d'ailleurs dans tous les pays européens, tous les pays mondiaux, puisque les États-Unis c'est la même chose, ça a été le cas. Exode rural, développement des métropoles au XXe siècle, périurbanisation, nouvelles interdépendances entre les métropoles aujourd'hui et les villes moyennes, et puis des petites villes et des territoires ruraux qui sont isolés, qui sont fracturés sur les mobilités aujourd'hui. Et on l'a vu, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, par exemple, mais c'est un sentiment qui remonte depuis longtemps. Donc la question, c'est comment construire un modèle économique et écologique durable, de l'accessibilité, donc des déplacements, mais pour tous les territoires. Alors, je vais développer en 6 minutes 4 idées importantes, ou 4 idées forces. La première, c'est la mobilité ne doit pas courir après l'organisation de l'espace. C'est ce qui a été fait avec le développement du RER en Île-de-France, en même temps que les villes nouvelles de la périurbanité, je dirais, de l'agglomération parisienne.
C'est ce qui a été fait récemment en Occitanie, par exemple, avec le plan Rail, qui a permis de connecter des villes moyennes à Toulouse pour éviter un exode assez important vers la banlieue toulousaine des habitants de ces villes moyennes. Néanmoins, force est de constater, c'est que ce qu'on a oublié aujourd'hui, par exemple en Ile-de-France, où depuis le RER, il y a eu quelques grands projets comme EOL, mais en réalité, il y a eu un vide d'investissement d'infrastructures nouvelles de transport, alors que l'agglomération parisienne et l'Île-de-France se développait extrêmement rapidement. C'est en train d'être rattrapé. Le projet EOL, le Grand Paris Express sont des rattrapages de 20 ans de 20 ans de trous, pour être très clair. 4 lignes d'extension de la RATP aussi. Et 4 lignes d'extension de la RATP qui sont absolument essentielles pour justement éviter que le périphérique parisien isole Paris du reste des agglomérations. Ça, c'est alors, première idée force, la mobilité, donc on ne va pas courir après l'organisation de l'espace. La décentralisation est extrêmement importante, mais la question, c'est la cohérence de sa gouvernance. Et on peut se poser la question, en Ile-de-France, toujours, Ile-de-France Mobilité gère les transports, les villes et les communes sont maîtres de leur foncier, départements, villes et États gèrent les réseaux routiers. Or, tout ça est totalement interconnecté, et une politique efficace nécessite une fluidité entre ces trois thèmes. Néanmoins, les lois successives ont clarifié une partie du problème, en particulier sur l'articulation de la mobilité, où la région aujourd'hui devient chef de file de la mobilité, et les métropoles ont toujours été, depuis très longtemps maintenant, indépendantes sur ce sujet de la mobilité. Et donc la question qui va se poser dans les années à venir, c'est la bonne articulation entre métropole et région. Et par exemple, on lance, à la demande de la ministre des Transports, une étude sur les RER métropolitains des grandes métropoles françaises, et cette question-là va être au cœur du débat. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée forte, c'est on ne peut pas avoir une politique uniforme, centralisée pour tous les territoires. En matière d'infrastructures, il faut des infrastructures lourdes pour les zones denses, des infrastructures légères pour les zones peu denses. Pourquoi ? Parce que les infrastructures de transport, qu'elles soient routières ou qu'elles soient ferrées, sont des infrastructures à coût élevé. À coût élevé et à coût fixe. Ce qui veut dire que pour amortir ces coûts élevés fixes, il nous faut des trafics denses. Donc il faut une approche différenciée avec des solutions adaptées. Et c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, en développant des trams-trains, avec la RATP d'ailleurs, sur des zones de périurbanité, par exemple, ou voire dans des zones plus rurales, je pense à Châteaubriand-Nantes, par exemple, ou des exploitations, par exemple, de type nouveau, de type différent plutôt, des exploitations en navette. Vous avez deux petites villes avec une ligne, et ben vous mettez un seul train qui fait des allers-retours, alors il faut que la distance ne soit pas trop longue, et à ce moment-là, ça évite d'avoir des systèmes de signalisation coûteux, et donc vous baissez considérablement les coûts, donc c'est des infrastructures adaptées. Il faut faire, je pense, il faut maximiser l'usage de nos infrastructures existantes. Le système ferré français, comme tous les systèmes ferrés européens aujourd'hui, leur fonctionnement est fondé sur des technologies ou des systèmes technologiques qui datent de la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, on a des technologies autour du digital et des télécommunications qui nous permettent de complètement changer cela. Et ça veut dire, par exemple, que sur Paris-Lyon, sur la LGV Paris-Lyon, aujourd'hui, on a 13 trains par heure. Eh ben, on va passer à 16 trains par heure, voire 20 trains par heure avec les technologies qui arrivent, et que sur Marseille-Vintimille, on va augmenter le débit des trains avec ces mêmes technologies de 30, 40 ou 50%. Je ne peux pas vous donner la réponse exacte puisqu'on est en train de faire les études actuellement, mais on voit que avec des infrastructures existantes et des technologies nouvelles qui vont aller jusqu'à l'automatisation du train et qui vont nous permettre d'augmenter encore le débit, donc de mettre beaucoup plus de trains sur ces mêmes infrastructures. Ces investissements sont des investissements en centaines de millions d'euros. Une ligne nouvelle aujourd'hui, c'est en milliards d'euros, donc on voit bien l'intérêt. Faire la différence, donc je dirais, entre aussi équité et égalité. On ne pourra pas développer des lignes à grande vitesse sur toutes les villes françaises. C'est impossible, financièrement, et inefficace d'un point de vue transport. Il nous faut donc des solutions adaptées à chacune des situations, et ce qu'on essaye de faire, ce qu'on va essayer de faire avec la SNCF, mais je suis sûr que la RATP fait la même chose. Troisième idée force, au niveau des territoires. Au niveau des territoires, force est de constater qu'aujourd'hui, on raisonne historiquement en silos, par mode. La région, c'était le ferroviaire, le département, c'était le car, et puis on avait le système urbain dans les métropoles. Il faut abandonner ce système par silo. Alors la loi maintenant y pousse, puisque la région va devenir chef de file des mobilités. Et il faut qu'on ait une approche intégrée, multimodale,
cohérente, je dirais, lisible. Ça veut dire qu'il faut partir des attentes de nos concitoyens, des gens qui se déplacent. Et à ce titre-là, d'ailleurs, je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, par exemple, 70% des déplacements en région, tous modes confondus, sont réalisés hors pointe. Temps écoulé déjà ? Ah oui, les trains doivent arriver à l'heure, Patrick. Je suis parti à l'heure, mais c'est-à-dire que les trains nécessitent beaucoup de débats. Alors je vais arrêter. Non, je vous donne encore 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes. Allez, donc, 30 bonnes secondes, allez. Mais pas plus. Donc voilà. Et donc, je voudrais dire par là qu'il faut arrêter de réfléchir sur « je ferme ou pas telle petite ligne ». Il faut proposer aux Français des solutions multimodales. Et il faut les intégrer dans une plateforme. Elle peut être régionale, elle peut être nationale, elle peut être les deux d'ailleurs, de telle manière à ce que cette plateforme propose à chacun d'entre nous la solution qu'on souhaite. C'est de l'autopartage, c'est du car, c'est du ferroviaire. Et en fait, c'est l'ensemble de ce système cohérent et rationnel qui répondra aux problèmes des territoires et de leurs fractures. Merci. Merci de l'effort. Et on y reviendra bien sûr à ce que vous pouvez proposer les uns et les autres, par exemple, pour quelqu'un qui serait dans sa campagne, là, et puis il n'y aurait pas de transport public. Alors, encore un homme de réseau, et en réalité, ni Catherine Guillouard de la RATP, ni Patrick Jeantet de la SNCF ne pourraient faire leur boulot sans lui. Ça, c'est du teasing. Il s'occupe de gros câbles, des autoroutes de l'électricité qui alimentent cette mobilité, et peut-être plus encore à l'avenir. Bonjour François Brotte. Bonjour. Président du directoire de RTE, Réseau de transport d'électricité, et donc vous êtes un partenaire incontournable. J'aurais rêvé de faire de la poésie, mais en effet, là, c'est pas exactement le métier qui est le nôtre. J'ai noté qu'il y a une jurisprudence RATP sur le temps de parole, et je voulais démentir que, pour ce qui me concerne, je n'étais pas candidat à la présidence de la SNCF. C'est pour détendre l'atmosphère. Nous sommes RTE, une grosse PME, monopole, c'est pas un gros mot. Service public, comme les deux collègues qui viennent de s'exprimer. À nous trois, d'ailleurs, on constitue l'expression d'une responsabilité qui concerne la totalité de la population française. Juste ça. Enfin, juste ça, quoi. RTE, Réseau de transport d'électricité, ce sont effectivement les grands pylônes, 105 lignes à travers le pays. Nous sommes présents dans une commune sur deux. C'est mieux que la Poste. C'est moins désiré parfois. Et nous devons, c'est la loi qui nous fait obligation, la même qualité de service en continuité au même prix. Ça s'appelle la péréquation, c'est pas un gros mot non plus, hein, c'est un vieux truc, mais et ça donne quand même l'idée que la France, puisqu'on parle de la France dans l'Europe, compte tenu du vieux monde, a quelques atouts pour faire face à la question des deux vitesses. Parce que malgré tout, mes voisins, parfois clients, parfois fournisseurs, selon le cas, en conscience, on ne fait pas grand-chose sans électricité quand même. Hein. Même le numérique, il paraît que ça marche pas mal avec l'électricité. Parce que quand j'entends dire que le monde des data va substituer... Non, oui, nous, on gère 300 000 données à la seconde, parce que tout ça, il y a pas mal de pilotage automatique, mais on va en gérer 3 millions bientôt. Si on n'a pas de l'intelligence artificielle adaptée, enfin, je sais plus comment, il y a des noms maintenant barbares pour désigner tout ça. Bref, si on n'a pas de plus en plus de data, on n'y arrivera pas. Mais s'il n'y a pas d'électrique, il n'y a pas de data. Voilà. Donc ça, c'est très important de le dire, parce que le smart grid était très à la mode, mais le hard grid qui est derrière, s'il n'est pas là, le smart grid, il ne peut rien faire. Voilà. Donc il faut juste aussi redonner quelques vérités comme ça, parce qu'on les oublie. Et on a une question industrielle, d'ailleurs, sur nos sujets. Ce n'est pas le sujet de la table ronde. Je vais venir aux véhicules électriques, parce que finalement, il faut que je me concentre avant qu'il me fasse son petit panneau. Là, Nous devons, autre métier, gérer l'équilibre du réseau toutes les secondes. On a toutes les secondes, 4 secondes pour ne pas se planter. Ça, vous ne le savez pas. Vous voyez, les grands pylônes, vous dites c'est moche, etc. Mais un réseau électrique, à l'inverse d'un réseau de gaz, d'un réseau d'eau, d'un réseau de télécommunications, son cœur doit battre partout, en même temps, à la même heure, 50 Hz, sur l'ensemble de l'Europe. Il y a 420 interconnexions en Europe, ça fait de la résilience globale. Nous, on en a 50 avec nos voisins. Et s'il y en a un qui fait l'imbécile, la fréquence baisse, ça peut planter tous les autres. Et le 10 janvier dernier, à 21h03, la France a coupé 21 industriels électro-intensifs qui avaient donné leur accord pour ça, qui sont payés pour ça, pour établir la fréquence. C'est pour dire que c'est des choses qui se passent à bas bruit, dont on parle peu. Pardon Patrick, parfois quand on parle de nous, c'est pas forcément choisi. C'est une date anniversaire. Là, bon. En tout état de cause, ce métier d'acrobate,
c'est pas celui d'un gestionnaire, pardonnez-moi, bourrin d'infrastructure, ni eux d'ailleurs, hein, parce que c'est pas parce qu'ils ont des rails qu'il ne faut pas faire circuler des trains dessus. Non, mais parce que cette modernité ambiante qui fait que small is beautiful, qu'il n'y a que le service qui compte, etc. Qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on pourrait projeter s'il n'y avait pas ces infrastructures qui permettent effectivement de garantir sur le territoire, pour ce qui est de l'électricité, des solutions qui peuvent être identiques dans beaucoup d'endroits. Pour le train, c'est compliqué, mais si on prend la voiture électrique, nous, puisqu'on a aussi cette mission, c'est la loi qui nous en fait obligation, on doit éclairer, 2 minutes, c'est énorme, non, il nous fait passer des petits panneaux, là, on doit éclairer l'avenir. On rend tous les ans ce qu'on appelle un bilan prévisionnel, le mot d'ailleurs est un peu étrange, soit un horizon à 5 ans, soit un horizon à 15 ans. Et on indique, par exemple, si en 2035, il y a de l'ordre de 15 à 16 millions de véhicules électriques en France, ce qui n'est pas totalement inaccessible, y compris de la part de ce que disent les conducteurs. La conclusion de l'étude, je commence par ça, avant qu'il me coupe la parole, c'est une chance pour le système électrique. Pourquoi? En énergie, c'est plutôt moins que le chauffage électrique. Bon, on n'est pas mauvais en France en cette matière, c'est d'ailleurs pour ça que l'été, on n'a pas de problème, parce que le temps que les climatiseurs consomment autant que le chauffage électrique l'hiver, il peut faire encore un peu chaud. Et donc, ce n'est pas un sujet énergie. Là où c'est intéressant, c'est qu'un parc de 16 millions de véhicules, c'est l'équivalent en stockage d'électricité de 10 grands barrages. De 10 grands barrages. On ne peut plus faire des grands barrages aujourd'hui. D'ailleurs, on ne peut plus faire grand-chose. Parce qu'il y a toujours ceux qui sont peu pour et beaucoup contre, même si... bon, c'est pas ça le sujet, je ne dois pas parler non plus des magistrats qui parfois font des... ça dure trop longtemps, non, d'accord. Dans l'éolien offshore... C'est-à-dire qu'il ne vous reste plus qu'une minute, là, quand même. Bon, je finis. Une chance pour le système électrique. Pourquoi? Parce qu'on stocke beaucoup et on pourra injecter autant qu'on stocke. Injecter, ça veut dire délivrer l'énergie que vous aurez sur vos batteries électriques avec un pilotage plus ou moins automatique. Si vous calculez, comme vous prenez souvent le train, mais même quand vous ne le prenez pas souvent, votre voiture, elle reste garée à peu près 94% du temps. Ça veut dire que pendant 94% du temps, on peut stocker, déstocker, stocker, déstocker. Comme c'est pas mal réparti sur le territoire, c'est extrêmement pratique pour neutraliser la variabilité des énergies renouvelables. Il n'y a pas toujours du vent et il n'y a pas du soleil la nuit, typiquement. On doit effectivement mesurer à quel point l'avènement de la mobilité électrique peut être une chance pour l'ensemble. Et pour conclure, je vous rappelle que l'électricité, les gilets jaunes ne savent pas, mais des fois il faut leur expliquer aussi, elle est à 14% inférieure à la moyenne européenne, le prix de l'électricité quand même, au passage. C'est toujours trop cher, mais on a une électricité qui est encore accessible parce qu'on a un parc qui se diversifie peut-être un peu lentement, mais assez sûrement, qui est relativement bien géré. Je parle sous le contrôle de mes clients, parce que les coupures, il peut y en avoir, mais honnêtement, la continuité de service est au rendez-vous, avec des gens qui ont une expertise dans ces métiers qui est extraordinaire dans notre pays. Donc arrêtons de chouiner parfois. Hein. C'est bien de se dire qu'on peut se projeter justement sur une mobilité qui ne doit pas être à 2 vitesses grâce à la mobilité électrique, qui de surcroît, et ça j'ai plein de trucs à vous dire aussi sur le carbone, parce qu'on va gagner des parts de marché en matière de gaz à effet de serre, mais j'ai pas le temps, donc c'est dommage. Donc moi j'ai entendu que vous croyez, enfin vous en tout cas vous travaillez sur ce scénario de 15 millions de voitures électriques en 2035. 16 millions. C'est un scénario optimiste, mais en gros on voulait montrer que ça marcherait même s'il y en avait un certain nombre. Merci François Brotte. Alors, pour l'instant, on a eu donc des acteurs quand même du public qui nous ont parlé d'investissement. Il y a d'autres pays où ça n'est pas la puissance publique, ça n'est pas l'État qui investit. Et c'est dans ces pays-là qu'on retrouve Vincent Lévita. Bonjour. Bonjour. Fondateur et PDG, oui c'est à moi, fondateur et PDG de Infravia Capital Partners. C'est donc un fonds d'investissement qui est spécialisé dans les infrastructures. C'est à vous. 6 minutes. Très et donc bien. le monsieur que vous avez appris à connaître. Ouais, très bien. Bonjour. Bon, je ne vais pas redire beaucoup de choses qui ont été dites. La mobilité, bien sûr, elle est au centre de beaucoup d'enjeux. Le développement économique, la compétitivité des territoires, l'intégration ou l'inégalité sociale, l'inclusion sociale. Bon, aujourd'hui, on est quand même à un moment où un certain nombre de ces ressorts sont cassés et il y a un vrai problème de reconquête de ces frontières immédiates. Et pour moi, la mobilité à 2 vitesses, c'était un peu bizarre comme nom, parce que si on regarde au niveau des territoires, en fait, la démocratisation de la voiture, le TGV, les autoroutes, tout ça, ça a permis le désenclavement des territoires, le développement économique et une certaine mobilité sociale. Aujourd'hui, on touche la limite de ce plan-là, je ne reviens pas dessus.
On a des gens à qui on a demandé d'acheter des voitures diesel, ils en ont besoin pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller à l'hôpital, et ce système fonctionne moins. Et bon, la crise des Gilets jaunes était entre autres une crise de la mobilité. Au niveau urbain, c'est à peine mieux. On a basé le développement de la mobilité urbaine sur la voiture, sur les parkings, sur les métros et sur les tramways. Bon, la situation, pour ceux qui habitent Paris, la situation totalement ubuesque du transport à Paris montre que ça fonctionne plus. Enfin, on a des débats quand même pour savoir si le métro fonctionne. Mais il est insuffisant. Moi, je ne vois pas Catherine Guillouard. Non, mais Catherine Guillouard, elle a une réponse. 13 lignes sur 14 l'année dernière, au-delà de 98,5 enfin voilà, 12 millions de clients transportés par jour avec... il faut savoir que les deux RER sont les 2 lignes les plus chargées d'Europe. Je veux bien qu'on dise que ça marche pas, mais enfin, je pense que quand on regarde et qu'on va un peu ailleurs, on s'aperçoit que ça, en fait, ça marche pas si mal. Mais ça... C'est pas tout à fait ça que je dis, mais le métro fonctionne bien. D'ailleurs, il est saturé. D'ailleurs, c'est pour ça que ça suffit plus. On a quand même aujourd'hui des Parisiens qui s'écharpent pour savoir si les embouteillages sont nécessaires pour réduire les voitures et réduire la pollution, ou au contraire, si les embouteillages créent la pollution. On s'écharpe aussi pour savoir si la trottinette, c'est tellement super parce que c'est de la mobilité douce, ou alors c'est un désastre écologique parce qu'en fait, c'est rechargé au fioul pendant la nuit, c'est déplacé en camion et ça a une durée de vie de 3 semaines. Je n'ai pas la réponse. Je dis juste... aujourd'hui, le système a touché ses limites. Bon, ça c'est les territoires et c'est la ville. On peut rajouter aussi l'avion. Les étrangers qui arrivent à Paris, ils arrivent à Roissy, ils ont grosso modo le choix entre passer 2 heures dans un taxi parisien ou traverser la banlieue en RER. C'est très bien, il y a un projet, ça fait 30 ans qu'on en discute. Il ne sera pas prêt pour les Jeux Olympiques. C'est parfait. Et pour compléter ce tableau réjouissant, mais je vais être optimiste après, hein, pour compléter le tableau réjouissant, si on parle de privatiser ADP, alors là, les forces vives de la France se rebellent, et on voit en fait c'est très très facile de diviser les gens. Les usagers qui souffrent contre les opérateurs qui gagnent trop d'argent, le secteur privé public qui essaye de faire son travail, qui le fait bien d'ailleurs, versus le secteur privé, lui, qui est très très méchant. Et dans le privé, il y a les industriels qui sont quand même assez méchants, et les financiers, alors eux, c'est vraiment encore pire. Bon, donc on a un problème de reconquête, à mon avis. La chance ou la complexité, ou la chance, en fait, c'est que ce travail de reconquête de la mobilité, il arrive à un moment où il faut le mixer avec des questions énergétiques, et donc des questions de transition énergétique, et il faut aussi le mixer avec une évolution du numérique et de tout ce que ça amène comme opportunité. Alors effectivement, je ne reviens pas dessus, on est à l'ère du mobility as a service, ça veut dire j'ai plus besoin d'une voiture, j'ai besoin d'aller d'un point A à un point B, et il y a plusieurs manières de le faire, et normalement, un de ces jours, je vais demander à mon téléphone, et c'est lui qui va me dire comment c'est le mieux entre les VTC, les vélos, le métro ou autre. Ce qui veut dire que, les acteurs vont être différents. Bien sûr, les acteurs existants du passé et du public ont leur rôle. D'ailleurs, ils le jouent très bien. Je ne veux pas avoir l'air d'avoir dit l'inverse. Mais il y aura aussi les acteurs du BTP, d'ailleurs, aussi ont probablement leur rôle à jouer. Les acteurs de l'automobile, et puis peut-être les nouveaux acteurs du numérique vont essayer de s'en mêler. C'est aussi un changement de comportement. Ça veut dire c'est l'ère le partage, le libre service, l'utilisation à la demande, qui pose des questions aussi bien de technologie que d'usage. Bon, alors on rentre dans ce qu'on appelle les smart infrastructures, c'est pas parce que c'est smart que c'est intelligent, mais ça veut dire que ça va être différent. Ça devrait permettre quand même d'améliorer la maintenance, on va faire de la maintenance prédictive, ça va simplifier les modes de facturation, ça devrait aussi améliorer les usages, on doit pouvoir moins attendre, plus attendre. Aujourd'hui, d'après ce que je lis comme statistique, il y a 1/3 des voitures qui roulent dans Paris qui cherchent une place. Bon, si jamais on leur trouve une place, on devrait résoudre les problèmes de trafic. Ça va aussi poser de nouveaux problèmes, il ne faut pas rêver. La régulation des trottinettes, on a vu, c'est un sujet totalement passionnant dans les dîners en ville parisiens. La couverture sociale des chauffeurs Uber aussi, c'est une vraie donnée. La protection des données aussi, c'est une vraie question. En fait, avec des puces électroniques aujourd'hui, vous vous mettez dans une voiture et vous n'avez plus besoin de péage au parking, de péage
d'horodateurs ou même d'excès de vitesse. Bon, c'est un Minority Report, mais c'est possible, c'est juste qu'on ne veut pas le faire. Ça pose aussi des questions là c'est le financier qui parle, de business model. Donc c'est aujourd'hui, on n'a pas trouvé la manière de rentabiliser la mobilité de service. Ça va venir, mais on n'a pas trouvé. Et ça pose aussi des problèmes d'infrastructure. C'est ça que c'est intéressant dans mon métier. Les infrastructures de transport ont besoin, on l'a dit, d'infrastructures d'énergie, mais aussi d'infrastructures numériques pour que justement le deux vitesses ne fonctionne pas. Sinon demain on aura des smart cities d'un côté et des stupides villages de l'autre. Ça sera encore pire au niveau des gilets jaunes. Donc on voit le trend. Bon, je dis un mot sur la question du financement. Moi, ça fait 15 ans que je finance des infrastructures. Chaque fois qu'on dit qu'on ne peut pas le faire à cause du financement, en fait, c'est un prétexte pour ne pas le faire. Les schémas, ils existent. Je ne vais pas remonter à Louis XIV, mais le canal du Midi a été financé par Paul Riquet sous un schéma de concession. C'était le premier. Ouais, j'ai fini. Le plan de très haut débit en France, il a été financé par le privé sous une régulation publique. Le plan énergie renouvelable, il a été financé par le privé, un peu par EDF, mais dans une régulation publique. Donc les schémas existent. Ça pose des questions parfois qui sont compliquées. Quand vous voulez faire un tramway dans une ville, il faut savoir qui va le payer. Est-ce que c'est l'utilisateur? Est-ce que c'est la subvention publique, donc c'est l'impôt? Est-ce que c'est une taxe sur les automobilistes? C'est une décision. J'ai jamais vu ce débat posé comme ça. Mais les schémas, ils existent. Voilà. Donc, en conclusion, je voudrais dire, j'ai commencé par dire que c'était facile de diviser les gens, et sur la mobilité en particulier, puisqu'il y a plusieurs divergences très sensibles qui apparaissent. En fait, c'est aussi possible de créer la convergence. En fait, ça demande de réfléchir. Et on vous demandera tout à l'heure comment vous faites. Si vous voulez. Allez. Merci Vincent Lévita. Donc n'oubliez pas de lui demander tout à l'heure comment on crée la convergence pour savoir qui va payer, parce que moi ça m'intéresse, j'aimerais avoir la réponse. Merci à elle d'avoir attendu jusqu'à présent. Je suis très heureuse d'avoir à cette table quelqu'un qui nous apporte un regard de l'autre côté de la Méditerranée, où il y a un problème, pas de mobilité à 2 vitesses, mais de mobilité à plusieurs vitesses. Ça n'est pas une crainte, c'est déjà une réalité. Bonjour Touriya Ziri. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Mohamed V et vous êtes spécialiste de l'économie des transports, donc vous êtes enseignante, mais aussi consultante, c'est-à-dire que vous apportez votre analyse dans certains dossiers. Je vous remercie. La question de la mobilité à 2 vitesses au Maroc se pose de façon tout à fait différente d'ici, et elle se pose à 2 niveaux qui exigent des réponses adaptées. Le premier niveau est celui des inégalités de mobilité géographique et donc sociale, mais également un niveau beaucoup plus crucial pour notre pays de la cohabitation en développement et sous-développement, qui se reflète au niveau des villes qu'elles étouffent par la cohabitation de moyens de déplacement d'âge différents, parce que le système de transport collectif par autobus est défaillant. C'est une mauvaise compréhension et une mauvaise mise en pratique de la notion même de service public, conjuguée à l'indigence des moyens des communes et probablement à une mauvaise gestion de la chose publique, qui ont débouché au Maroc sur le marasme dans lequel sont les villes. Problème des transports collectifs qui s'est mué en une crise du transport urbain et finalement dans une crise de la ville. Alors je vais vous raconter le plus rapidement possible toute cette petite histoire. Alors à l'indépendance, le Maroc nouveau a adhéré en principe, en théorie, à la notion de bien public et a voulu mettre en place un transport collectif qui réponde aux besoins d'une population pas fortunée et aux besoins de villes qui se développent. Alors il a repris les concessions de voirie qui avaient été données à des transporteurs privés et créé des régies communales de transport urbain. Mais ces régies ont tout de suite été mises à contribution. Elles travaillaient sur la base d'un tarif unique et bas, puisque la population est pauvre, desservaient les zones peu denses, et on les a mises également à contribution pour aider à la politique de l'emploi de l'État. Donc elles se sont retrouvées avec des personnels pléthoriques. Des ingrédients étaient là pour que l'entreprise, la situation financière des régies a rapidement périclité, et avec elle les parcs. Dans des parcs qui étaient complètement délabrés et insuffisants de toute façon, progressivement ont été délaissés par tous ceux qui pouvaient ne pas les utiliser et sont devenus le transport du pauvre. L'autobus au Maroc est le transport du pauvre. Et donc la mobilité à 2 vitesses s'est créée, 2 classes sociales qui ne se rencontreront plus jamais dans les transports.
Et puis, évidemment, les villes continuant à grandir, les besoins continuant à se développer, il a fallu trouver des solutions. Mais les mêmes causes donnant toujours les mêmes effets, toutes les solutions qui ont été trouvées ont abouti à des échecs. Le premier échec, il a fallu 10 à 15 ans pour y aboutir. C'est en 60, création des régies, en 75, elles étaient complètement délabrées. La situation qui a été trouvée, c'est d'ouvrir les réseaux à des entreprises privées. Cette entreprise privée, on a parlé de privatisation partielle du transport. Ces entreprises privées, en arrivant, ont mis en circulation des bus propres, neufs, etc. Donc ça a donné un souffle à la ville, mais ce souffle a été de courte durée parce que ces entreprises privées, eh bien, leur tarif n'a jamais été augmenté. En cette phase, nous étions en pleine crise énergétique et donc avec des augmentations du prix de tous les intrants de transport. Les entreprises privées ne sont pas vierges de tout défaut, mais de toute façon, leur expérience a abouti à un marasme et leurs bus se sont dégradés en assez peu de temps. On a commencé à dire qu'elles en étaient responsables. Mais entre-temps, il s'est produit, parce que les villes sont encore vivantes, il s'est produit des essais de développement spontané de solutions pour le transport des populations. Les entreprises d'administration ont développé leur parc de transport du personnel. Donc, elles ont volé, en fait, du personnel du client qui était normalement le client naturel des transports collectifs par autobus. Les populations se sont organisées, et là, on a assisté au développement des transports clandestins et de transports informels qui ont envahi les villes. Et à leur transport clandestin par charrette, sur moto, etc., tous les types de véhicules possibles. Et les autorités locales également ont apporté des solutions. Elles ont autorisé les taxis les taxis périurbains à entrer dans les villes et à assurer du transport à la place. De sorte que, sachant que il faut 10 à 15 taxis pour donner le service équivalent à celui d'un autobus, on voit la consommation de voirie que ça a entraîné. Cette consommation de voirie est donc devenue un second problème qui a une incidence évidemment sur la rentabilité des autobus, dont la vitesse commerciale a baissé et donc la recette a baissé. Et cette surcharge a abouti à la faillite de l'expérience et on a considéré que désormais, il fallait accorder faire assurer le transport par autobus par des professionnels. Il était grand temps qu'on pense à des professionnels 40 ans après l'indépendance. Ces professionnels ont été choisis par appel d'offres et sous forme de gestion déléguée. Alors, à ces professionnels, ils devront travailler sur un marché pollué maintenant par une véritable cacophonie d'opérateurs de toutes sortes. Et surtout, il leur sera imposé, en plus de la prise en charge des contraintes de service public, les passifs des régies, qu'on a finalement liquidés, et leur personnel pléthorique. Alors, en tirant toutes ces casseroles, il faudra très peu de temps pour que les sociétés basculent. En particulier, un exemple, la société française Veolia a jeté l'éponge 2 années après la mise en exploitation, qui a été un déficit tout le temps. Et ce problème s'est posé à Casablanca, à Rabat, mais également à Casablanca, dans lesquels circulent encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, que des autobus délabrés. Et il y a eu un contre-exemple, cependant, c'est celui de Marrakech. Marrakech, c'était une expérience réussie de gestion déléguée, et la raison est simple, c'est que la RATMA, la régie qui existait, avait déposé son bilan avant l'arrivée de la société d'Alsa. Aujourd'hui, on est encore à la recherche d'une solution, mais aujourd'hui, on la trouve. Il y a Alsa. On va donner le transport à Alsa. D'ailleurs, je crois que la RATP est également en train est soumissionnaire pour Casablanca. Oui, d'abord, nous vous êtes de Casablanca. Et vous connaissez la qualité de vos bus à Casablanca. Non, on ne fait pas les bus encore, mais on va se positionner sur l'appel d'offre de bus. Mais on ne fait pas les bus. Vous êtes avec Midenus. Vous êtes à 20% du capital de Midenus. Oui, mais... Alors vous êtes responsable. Attendez, sur une partie seulement, effectivement, minoritaire, et notre plus gros actif à Casa, c'est évidemment le tramway. Mais vous savez que les autobus qui circulent à Casablanca, ce sont des anciens autobus de la RATP qui sont rentrés au Maroc il y a 15 à 20 ans et qui ont parfois jusqu'à 40 ans d'âge et qui circulent sur nos routes. Oui, mais c'est donc vrai. Donc c'est pour vous dire l'état dans lequel est le transport. C'est bien pour ça qu'on essaie de rentrer dans le pays pour... Ne vous bouffez pas mon temps, s'il vous plaît. Non. Il me reste 1 minute. Il vous
reste 1 minute. Il me reste 1 minute. Tranquillement. Alors dire que Alsa va venir. Mais aujourd'hui, les présupposés de la gestion déléguée semblent avoir changé. D'abord, les passifs et les main-d'œuvre ne sont plus mis à la charge du nouvel arrivant. Et deuxième chose, le principe d'accorder une subvention est enfin acquis. L'État marocain a appris à donner la subvention avec les tramways qui ont été mis en circulation à Rabat et à Casablanca. Et ces tramways ont apporté un souffle nouveau à la ville et surtout ont habitué la clientèle à un mode de transport différent de ce qu'elles avaient antérieurement. Et ces tramways sont utilisés par tout le monde, par les pauvres et par les riches. Et donc peut-être que la mobilité à 2 vitesses au Maroc est en train de disparaître. Et alors, c'est le mot de la fin, et alors le Maroc pourra enfin s'occuper de ces questions de mobilité qui sont les vôtres, c'est-à-dire des inégalités de mobilité géographique et sociale qu'amplifie la révolution numérique, même dans notre pays. Et je vous remercie. Alors, il nous reste 20 minutes. Donc, je vais passer la parole une fois là à Christian Saint-Etienne pour lui demander, membre du Cercle des économistes, s'il a quelque chose à ajouter. Et après, j'essaierai de voir si vous voulez réagir les uns avec les autres, parce que ça génère plein de questions quand même, ce que vous nous avez dit. Et je prendrai une petite salve de questions de la salle. Christian. Oui, je vais être très bref. En fait, le problème de la mobilité, il ne peut pas être traité indépendamment de la question du développement économique, de l'urbanisme. Je ferai peut-être une incise concernant uniquement les métropoles. En fait, une métropole, ce n'est pas une grande ville. Une métropole, c'est une grande ville avec une gouvernance intégrée des transports, du développement économique et de la qualité de vie. Donc, on l'a évoqué ici ou dans d'autres tables rondes, le Grand Paris manque d'une gouvernance intégrée comme le Grand Londres. Donc, c'est le problème central. On ne peut pas avoir des autorités différentes qui s'occupent des routes, des transports urbains, du rail. Il faut des systèmes intégrés. Et quand on analyse ce que disent les architectes et les urbanistes, et le point central, c'est de conduire simultanément et en lien entre eux le développement économique, le développement des transports et le développement de l'habitat. Notamment, si on veut réduire les déplacements habitat-travail, et si on veut avoir une meilleure intégration entre vie sociale, vie économique, vie politique, vie culturelle. Donc l'aspect central, c'est celle de la gouvernance intégrée des territoires et des métropoles. Ce qui est vrai pour les métropoles, c'est vrai pour les territoires. Alors, on a rappelé dans les précédentes interventions qu'il y avait une innovation institutionnelle qui donnait à la région une responsabilité d'intégration pour demain. Ça aurait été bien qu'on le fasse il y a 20 ans, on le fait maintenant, il faut vraiment le mettre en œuvre. Il faut le mettre en œuvre avec les grands opérateurs que nous avons évoqués. Alors, je termine juste par un point, parce qu'il ne faut pas non plus faire de l'autocritique en permanence. C'est la France, vous le savez, qui a inventé la gestion déléguée au XIXe siècle, sans remonter plus avant. Et la France dispose d'opérateurs exceptionnels. Bon, EDF, en dépit des problèmes sur l'EPR, est considéré comme un des plus grands électriciens mondiaux. La RATP et la SNCF sont souvent donnés comme exemple d'excellence technologique. Pour les services, ça progresse. Mais, donc, nous avons des atouts exceptionnels et nous devons... La capacité à progresser collectivement sur l'intégration des systèmes avec l'intégration du développement économique au niveau des territoires et des métropoles, c'est un enjeu clé pour la qualité de vie et pour la réduction des écarts de mobilité, mais c'est aussi potentiellement une industrie majeure pour le futur et un élément de croissance future absolument essentiel, parce que si nous démontrons
dans la gestion de nos métropoles et de nos territoires, l'excellence collective potentielle, à ce moment-là, ça peut être une industrie d'exportation, et ça, c'est absolument clé pour le développement futur. Donc la question de la mobilité, ce n'est pas seulement une question sociale interne à nos territoires, à nos métropoles, c'est aussi un moyen de développement économique, technologique et global pour notre pays. Je crois que Catherine Guillouard veut réagir. Je voudrais réagir sur deux choses. La première, c'est qu'il faut bien voir que des opérateurs comme nous, on est des machines à investir. L'année dernière, on a investi 1,6 milliard, ça représente 37% du chiffre d'affaires de l'EPIC quand on faisait 5,5 milliards. Cette année, on va faire 1,9 milliard. Dans le prochain PQI, dans le prochain plan qui nous lie à Île-de-France Mobilité, on va dépasser les 2 milliards par an. Et je parlais tout à l'heure des bus, 2,1 milliards. Mais je pourrais citer les 3,3 milliards que nous allons ensemble, par exemple, sur le RERB, se voter, puisqu'on va travailler ensemble avec Patrick sur ce sujet. Et c'est voté évidemment par notre AO. Et il faut se rendre compte que quand la RATP, l'an dernier, a dégagé pour la première fois 1 milliard de CAF, elle a totalement autofinancé sans augmenter sa dette, puisqu'on l'a même réduit. Et on a même atteint, avec 2 ans d'avance, le ratio d'endettement que nous fixait l'État. Donc on est des machines à investir. Et on est dans un secteur, et vous parliez tout à l'heure d'investissement des infras, où si on veut avoir de la mobilité qui marche, il faut investir dans nos infras et dans nos matériels. Et deuxième chose, et je m'arrête là, dans un pays comme l'Algérie, la RATP est le deuxième employeur français avec 4000 salariés. Le nombre exact d'expatriés que nous avons, c'est 1%. C'est-à-dire que nous considérons que quand nous développons à l'international, nous faisons en sorte que le développement économique passe aussi pour les pays, et ça c'est vraiment important. Et là on va ouvrir les bus de Riyad. Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé à imposer qu'il y aura 10% de femmes qui conduiront des bus à Riyad. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je prenne une salve de questions de la salle? Je vois des mains qui se lèvent, j'en prends 3 d'un coup. Alors attendez, j'ai vu la jeune femme, 1, 2, 3, bon 4, non. Après j'ai plus de tête. Alors je vous en prie, je les prends, je les note et puis on les passe. Allez-y. Oui, bonjour, Cécile Maisonneuve, je préside un think tank qui s'appelle La Fabrique de la Cité. Je voulais interroger notamment Catherine Guillouard et Patrick Jeantet sur vos relations et votre vision des relations avec les plateformes du numérique. Dans un rapport qu'on a fait, on a montré que sur la question de la congestion, ces plateformes de numérique, notamment les systèmes de guidage ou les VTC, ont plutôt tendance à aggraver la congestion loin de la résoudre, voire ils vident le transport en commun. Et quand on lit le document de l'IPO d'Uber, c'est quasiment écrit texto que le concurrent, c'est le transport en commun. Est-ce que ces gens ont intérêt à changer le système dès lors qu'ils se nourrissent de ces dysfonctionnements? Merci. Monsieur. Ma question était pour Patrick Jeantet. Va bientôt avoir la libéralisation du transport ferroviaire domestique de voyageurs. Dans quelle mesure SNCF Réseau peut stimuler cette concurrence et la variété des offres de mobilité et avoir des offres à plusieurs vitesses, justement? Merci. J'ai même plus de mémoire, en fait. La jeune fille là-bas. La dame là-bas, pardon, je vois qu'une main. Moi, je voudrais parler un peu de la réalité sur le terrain, parce que je voudrais comprendre. C'est très bien l'infrastructure et tout ça, toutes les idées qu'on a dit, surtout combiner les intérêts de la région et de la ville. Mais moi, je vous dis une chose, j'ai vu une dégradation à la fois des rames RATP à Paris qui sont couverts de graffiti, les métros sont sales, et la SNCF, je viens de prendre 4 trains en 3 jours. Okay? Et je peux vous dire, aujourd'hui, j'étais en première classe, j'ai été surclassée parce qu'il y avait un problème avec WeGo, et il y avait un bordel total avec les choses, et je veux dire, c'était comme une poubelle, et c'est depuis plusieurs années. Je voudrais savoir, est-ce qu'on est en train d'attaquer la maintenance à la fois du RATP et aussi de la SNCF, parce que c'est une honte et on paye cher. Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. On va s'en occuper, ouais, on va s'en occuper avec Patrick. Voilà. OK.
Non, mais c'est toute la question quand même du coût et de la qualité. C'est primordial. Donc, on a une question sur les plateformes numériques. Est-ce que vraiment ces plateformes sont bonnes pour les usagers, finalement, hein? Est-ce que... Voilà, c'était pour Catherine Janté. Catherine Janté. Ah, je suis contente de savoir. Ça en dit long sur nos relations. Je propose qui sont excellentes. Je propose que Catherine Guilloire vous réponde. Je propose que mon décret article 13 serve à Patrick aussi. Comme ça, au moins, on pourra... Et Patrick Janté pourra répondre peut-être sur le... Bon, alors, sur les plateformes, c'est un sujet, effectivement, sur lequel nous, la façon... On essaie d'être pragmatique. Ce qu'on veut, c'est essayer de développer du point-à-point et donc d'intégrer aussi toutes les nouvelles mobilités. On le fait comment? On le fait en ayant créé un fonds qui s'appelle RATP Capital Innovation, dans lequel on a pris des participations dans Klaxit, qui fait du covoiturage, Communauto, qui fait de l'autopartage, Zen Park, qui fait du parking partagé. Quelqu'un disait tout à l'heure, encore faut-il pouvoir garer sa voiture, c'est vous, je crois. Donc oui, effectivement, voilà. Et on essaye, et Cityscoot aussi, les scooters électriques. Et ce qu'on essaie de mettre dans notre appli, c'est l'accès à l'ensemble de ces c'est pas on essaye, c'est... Et ça vous donne, quand vous prenez votre trajet, plusieurs solutions avec le gramme de CO2, si je puis dire, consommé, ce qui est quand même important. Hein. Je rappelle juste que quand vous prenez le métro, c'est 50 fois moins de CO2 émis que quand vous prenez une voiture, et le bus, c'est à peu près la moitié. Et donc, on est conscient qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Moi, je ne suis pas certaine, je ne crois pas au Léviathan qui va tout intégrer et dans lequel tout sera possible et inimaginable. Pourquoi? Parce que je pense que, par nature, le monde des start-up et des grandes entreprises doivent collaborer et il y aura toujours plusieurs solutions de recherche. La LOM fait une chose essentielle. La loi d'orientation des mobilités, les articles 9 à 11 sont des articles techniques, mais qu'il faut bien savoir lire. Elle garantit une égalité de traitement entre le public et le privé, ce qui n'était pas le cas, parce que moi, je suis le deuxième opérateur d'open data en France. J'ai 200 requêtes secondes qui sont pompées par la terre entière sur mes données RATP, mais en revanche, je ne peux pas aller mettre ma trompe dans les trucs d'Uber pour les pomper. Donc là, la LOM dit aujourd'hui, c'est réciprocité, premièrement, et c'est fondamental. Deuxièmement, la LOM dit autre chose, elle dit complétude de l'offre. Ce qui est important, parce que si demain je m'appelle X ou Y, je ne veux pas faire de pub, mais que je dis, ah ben tiens, la RATP, tiens, je mets que le RER, puis tiens, pour la SNCF, je vais mettre que le Transilien, et puis tant pis, je ne mets pas le TGV, ben, si vous voulez, c'est un vrai sujet. Donc la LOM est en train quand même de poser un cadre minimal d'intervention entre les acteurs publics et privés, les start-up, les grands groupes, qui va quand même définir une règle du jeu. Et je pense que c'est quand même important. Il était temps, parce que sinon, voilà, je pense qu'on était parti pour des dérives. Alors, juste François Brotte, un mot, et puis Patrick Janté, puisque vous avez deux questions et qu'il nous reste peu de temps, ça sera pour vous. Bon, juste avant que Patrick ne s'exprime, parce que chers amis du numérique, bonjour, 2% de consommation d'électricité, juste les data centers à eux tout seuls. Le numérique, c'est 40 TWh, c'est autant que le chauffage électrique des ménages aujourd'hui. Donc, c'est pas pour autant que la consommation électrique augmente, c'est tant mieux. Et je veux juste dire, parce que c'est une fake news, et madame qui prend souvent le train pour la relayer, il y a actuellement une campagne de consultants de Londres qui viennent expliquer dans toutes les métropoles de France qu'il n'y a pas assez de puissance électrique pour accorder les nouveaux data centers, dont vos plateformes ont besoin accessoirement. Hein. Il y a ce qu'il faut à la maison. Voilà, faites-le savoir. Alors Patrick Janté, vous avez une question sur l'arrivée de la concurrence. Oui. Est-ce que ça va aider la mobilité? Et vous avez une question sur la qualité et le coût. D'abord, je vais répondre sur le numérique, puisque je pense que c'est essentiel. Oui, des créations de plateformes numériques, c'est essentiel. Nous, chez SNCF, comme vous le savez, on a lancé Mobility as a Service il y a une semaine maintenant. C'est une première étape, bien sûr. Hein. L'idée, c'est qu'on intègre dans cette plateforme le maximum d'opérateurs, de telle manière à pouvoir proposer à nos clients des solutions de bout en bout. Voilà. On verra après comment tout cela évolue, mais je pense que c'est un sujet essentiel. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, c'est l'importance du travail en commun des grands groupes industriels tels que SNCF, ou RATP ou RTE, et des start-up du numérique. Je pense que c'est ensemble qu'on va réussir à basculer. Je ne crois pas, moi, à la pérennité des plateformes qui ne seront que virtuelles sur le long terme. Je pense que
elles seront obligées de s'intéresser au hard. Et d'ailleurs, quand on regarde bien Amazon, Amazon, on peut le voir comme une plateforme, Amazon, on peut le voir comme le numéro 1 de la logistique mondiale, car il contrôle sa logistique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de multiples partenaires, il y en a beaucoup, dont Géodis d'ailleurs, mais ça me paraît extrêmement important. Donc, Airbnb, pour être très clair, je pense qu'Airbnb, à terme, sera obligé, car à un moment donné, sans ça, les possesseurs d'assets trouveront les moyens pour les battre. Et donc, moi, je pense beaucoup à la convergence de ces gestionnaires d'infrastructures que l'on est, et aussi du monde du virtuel. Voilà. Et ça me paraît important. Et c'est comme ça qu'on réussira à améliorer notre service dans les grands groupes. Deuxième point, sur l'ouverture à la concurrence. Je pense que l'ouverture à la concurrence est bienvenue, est une chance. On en parle depuis longtemps. Le gouvernement l'a fait. Bravo. Cette ouverture à la concurrence, ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre d'abord de baisser les coûts, en particulier sur le TER. Vous savez que le TER est subventionné à 75%. On voit d'autres pays comme l'Allemagne, qui l'a fait il y a 20 ans maintenant, et ben on voit que ça a baissé les coûts de 20 à 30%. Alors 30, c'est peut-être un peu trop, mais 20% de manière soutenable. Et ben ces 20%, ça veut dire 20% d'économie dans les subventions des régions. Et ça veut dire, alors en Allemagne, le choix a été fait en fait par les régions de réinvestir ces 20% dans des services supplémentaires. Et donc ils sont rentrés dans une spirale positive, justement, du train régional. Parce que là, on parle du train régional, on parle pas de l'ICE, on ne parle pas en tout cas du TGV, et donc des territoires. Et ça me paraît donc une des réponses à cette solution de la fracture des territoires. Le deuxième sujet, c'est l'innovation. Vous avez vu que Flixtrain a annoncé qu'elle allait ouvrir des services sur les lignes classiques, sur lequel la SNCF ne fait plus de ligne. La SNCF fait des services sur les TGV, comme vous le savez. Il y a encore quelques intercités, mais beaucoup moins qu'auparavant. Et donc, c'est très intéressant. Et notamment, ouvrir une ligne de nuit sur Paris-Nice, et donc sur un sujet sur lequel on travaille. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Nous, j'ai monté une équipe chez SNCF Réseau pour aller démarcher les opérateurs ferroviaires partout en Europe et dans le monde, pour aller leur démontrer que le service français, enfin plutôt que l'infrastructure française, peut avoir des services qui aujourd'hui ne sont pas développés. Donc c'est de notre intérêt, parce que notre intérêt aujourd'hui, on a le réseau européen le plus grand, le deuxième après l'Allemagne, pardon, mais un des moins circulés. On a besoin d'avoir plus de trains pour rentrer dans une spirale positive, plus de trains, plus de péages, plus de rénovation des voies et à la fin, abaissement des coûts, bien sûr, et donc à ce moment-là, plus de trains. Patrick Jeantet, un cercle positif. Juste parce que vous faites déjà réagir, et il nous reste 2 minutes, donc je ne sais pas comment on va faire, mais je voudrais que vous répondiez à la dame. Oui, et puis ensuite Christian, Christian, attendez, juste, Patrick Jeantet répond à la dame, et ensuite vous... Non, mais je voulais juste répéter la question de la dame, parce que je suis un très gros utilisateur des transports en commun et des trains. Et effectivement, depuis tout à l'heure, on parle d'intégration de systèmes et de data, mais la question de la saleté, de la sécurité sur les métros et les trains, c'est quand même aussi très important. Est-ce que vous pouvez... Aucun des deux n'a répondu sur cette question. Si, on va répondre. Alors, la propreté, c'est 1300 agents, 85... J'ai oublié le fait que le métro, là, je prends le métro, la chaleur avec la vague de chaleur était mais au-delà du supportable. Donc, sur toutes ces questions de qualité de service, qu'est-ce qui va être... Alors, on travaille évidemment notre qualité de service. Il faut savoir que d'abord, vous ne pouvez pas climatiser un métro. Voilà. Vous pouvez mettre de la ventilation. Non, mais pas, quand on veut parler des sujets, il faut le faire vraiment à fond. Pourquoi on ne peut pas climatiser un métro? Tout simplement parce que le tunnel, le toit du métro, si on se met à climatiser, il fait 45 degrés sur les quais. Donc, on fait de la ventilation réfrigérée. Aujourd'hui, la ventilation réfrigérée, elle est à 100% sur les RER, à 70% sur les métros. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réinvestir justement dans les métros en changeant 8 lignes du métro parisien vont voir leur matériel ferré changer entre maintenant et 2030. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir 65% du matériel ferré métro qui va être changé et du RER entre maintenant et 2030. C'est énorme. Et tout ceci aura évidemment de la data, de la ventilation mécanique réfrigérée, etc. Donc, je veux dire, c'est des investissements colossaux qui sont anticipés. Sur la propreté, nos deux entreprises dépensent des fortunes, je veux juste le dire. On a 1300 agents, c'est l'équivalent de 179 stades de foot qu'on nettoie tous les jours. D'accord ? Il y a des problèmes d'incivilité, donc il faut aussi, on combat par des campagnes les problèmes d'incivilité, et on investit à peu près 85 millions d'euros par an. Et on fait de plus en plus de nettoyage maintenant en journée, puisqu'on fait du nettoyage la nuit.
on fait du nettoyage patrimonial, c'est-à-dire beaucoup plus important, on rénove les stations de métro. Donc, c'est vraiment un sujet prioritaire pour nous. Voilà. Voilà la réponse pour... Non, et juste sur, un truc, oui, sur l'appli... Sur la mobilité à deux vitesses, là, on s'en éloigne un petit peu quand même. Ben, oui, mais on voulait nous faire répondre à la question... Il y avait la question du coût. La question du coût, c'est 80... La mobilité à deux vitesses, c'est ça aussi. Hein, à quel coût? Oui. Ben, 85 millions d'euros rien que pour la propreté, par exemple, sur un réseau comme le métro parisien. Et je pense que le coût propreté à la SNCF doit être largement supérieur. Largement supérieur, je n'ai pas la réponse. Ce que je peux vous dire sur l'autre question de la qualité de service, puisque ça a été posé, sur la ponctualité. Sur la ponctualité au départ, on a lancé un grand programme il y a maintenant 1 an avec Guillaume Pépi. On s'est amélioré de 5 points en 7 mois. Donc on était à 80% de départ, de taux de ponctualité à la seconde. Au départ, on est à 85, et en matière de régularité à l'arrivée, on est à plus de 90% aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a 9 trains sur 10 qui sont à l'heure, il y en a 1 sur 10 qui sont en retard. On a un projet pour améliorer cela, et c'est un travail c'est un travail de tous les jours. Alors maintenant, en effet, il y a des situations difficiles parfois. Il faut savoir qu'en France en particulier, on a une augmentation terrible des personnes sur les voies ferrées, qui cause de gros problèmes. Et on a un système, à part le système LGV, qui n'est pas fermé. Il n'est pas enfermé dans un grillage. L'enfermer dans un grillage serait totalement déraisonnable économiquement, donc on ne le fera pas. Et donc voilà. Donc on travaille, et toutes les équipes travaillent là-dessus. Je voudrais juste finir en disant que le RER A, progression de 7 points, travail commun avec la SNCF, et sur le RER B, progression aussi de la régularité de 2,2 points, travail commun avec la SNCF. Donc on sait qu'on est attendu là-dessus, et ça passe notamment par la technologie, et notamment l'automatisation, par exemple, de tout le tronçon central du RER A. Merci à vous tous.